réseau ferroviaire français, il n'est pas en si bonne forme. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que tout va bien, on voit des rails, ça a l'air solide. Mais il vieillit. Il a 30 ans de moyenne d'âge, mais c'est qu'une moyenne. Il y a des rails qui ont plus de 100 ans. On est à un moment de bascule. Ceux qui pensaient que le seul fait de mettre la concurrence suffisait par magie, par l'arrivée des privés, qui étaient beaucoup plus intelligents que les publics, bien évidemment, que ça suffisait à développer, ben c'est pas vrai. J'ai signé un accord avec les syndicats que je regrette pas, sur la pénibilité et les fins de carrière. Là, il y a eu un épisode un peu difficile où je l'ai vécu comme quelque chose d'un peu d'injuste. Certains hauts personnages de l'État ont éprouvé le besoin d'exprimer leur désaccord publiquement avec moi. Ça m'a pas mis en bonne situation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé par Ourail, le média référence du voyage bas carbone qui rassemble plus de 500 000 passionnés. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ourail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Jean-Pierre, Bonjour. comment vas-tu? Ben, je vais très bien ce matin. Merci beaucoup de trouver un moment pour venir nous voir malgré un agenda qu'on imagine assez chargé, notamment avec le lancement de la conférence Ambition France Transport qui a démarré le 5 mai dernier. Donc comme tu le sais probablement, on a déjà reçu Alain, un de tes proches collaborateurs qui est le directeur TGV Intercité. Il a pu nous apporter un éclairage super intéressant sur la question du prix des billets de train en longue distance. Et j'encourage évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller y jeter un œil ou une oreille si ce n'est pas déjà fait. Pour rappel d'ailleurs, si vous ne le savez pas, les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur les plateformes audio. Donc ça peut être utile pour écouter ça dans les transports, dans les trains SNCF bien sûr. Mais dans ce nouvel entretien, on va prendre encore un peu plus de recul puisque tu es le président du groupe SNCF. Tu as donc une vision bien plus large de l'ensemble de vos activités. Et on va notamment parler d'une menace qui pèse sur notre réseau et sur la qualité de service de nombreuses lignes. Mais avant de commencer, par souci de transparence, ça me semble essentiel de préciser que c'est vous, le groupe SNCF, qui financez cet épisode. Vous êtes notre plus gros client depuis le lancement de Ourail. Malgré ça, je vais tâcher de garder la position la plus neutre possible. Et j'ai d'ailleurs eu carte blanche sur les questions que tu n'as pas demandé à recevoir en amont. Donc on sent que tu es entraîné à cet exercice. Et donc ce sera un échange spontané et je l'espère sans tabou. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer comment on devient président de la SNCF ? Oui, donc je m'appelle Jean-Pierre Farandou, j'ai 67 ans, je suis originaire du sud-ouest de la France, du pied des Pyrénées, et j'ai grandi à Bordeaux. J'ai fait une école d'ingénieur, donc l'école des mines de Paris, et je suis rentré à la SNCF un peu par hasard en fait. Moi j'ai cherché du travail à la fin des années 70, début 80, et l'école des mines de Paris c'est l'école de l'industrie, donc je m'adressais aux grands groupes industriels. Et en fait le groupe qui m'a le mieux écouté, et donc qui m'a fait la meilleure proposition, c'est la SNCF. Alors que j'avais pas de parents cheminots, je prenais le train à l'époque bien sûr comme tout le monde, d'ailleurs à l'époque c'était avant le TGV, on mettait 5 heures pour aller de Bordeaux à Paris, les choses ont bien changé. Et en fait ce qui m'a plu à la SNCF, c'est qu'on m'a fait une proposition d'un poste un peu généraliste. On m'a dit, voilà, tu vas t'occuper, tu auras une équipe d'abord. Moi, le management, c'est important. J'ai joué au rugby quand j'étais plus jeune, donc la notion du collectif, c'est important pour moi. Tu auras de la technique, tu auras de la sécurité, mais aussi tu auras du commercial. Ça se passera sur le terrain. Et puis, on m'a dit, ça sera dans le sud-ouest. Alors, moi, j'étais absolument ravi. Bon, là, il y a eu une petite entourloupe parce que le sud-ouest, pour la SNCF, ça a démarré en fait à Paris, Austerlitz. Et j'ai été nommé à Tours pour la première fois. Voilà. Donc, j'ai compris que la géographie ferroviaire n'était pas tout à fait conforme à la mienne, mais c'est pas grave. Voilà, je suis rentré à la SNCF début 1981 et j'ai fait toute ma carrière dans le groupe SNCF. Alors j'ai fait beaucoup de postes, je suis passé dans beaucoup d'endroits, mais je me suis jamais ennuyé. Et tout ça, c'est un fil rouge. En fait, c'est le fil rouge des trains. Voilà, moi j'ai passé ma vie à produire des trains, à faire rouler des trains, à remplir des trains avec des clients, à développer des projets et à m'occuper de tout ce qu'il fallait pour que ça marche, notamment les hommes et les femmes. Donc j'ai fait des métiers passionnants de production, de marketing, j'ai fait des RH, j'ai fait un peu de tout et j'ai pas mal bougé aussi. J'ai fait la France, j'ai fait la Belgique, puisque j'étais chef du projet Thalys entre le TGV donc, qui reliait Paris, Bruxelles, les Pays-Bas et l'Allemagne. Voilà, donc une expérience très variée, pleine de souvenirs et de perspectives. Et ce fil rouge, le train, le ferroviaire, doit amener à la France transition écologique, aménagement des territoires, relier l'Europe. Voilà, c'est des sujets qui m'ont animé tout au long de mon parcours. Et donc tu es arrivé en fait au lancement du TGV quasiment. Ouais, je suis un baby TGV. Je suis rentré janvier 81 et le premier TGV démarré, je crois, au mois de septembre, je crois, de cette année-là. Et dans ma vie, d'ailleurs, j'ai lancé 2 TGV en tant que chef de projet, on va dire technico-commercial. Le premier, c'était en 1993 entre Paris et le nord de la France, Paris-Lille, le bassin minier, Valenciennes, Douai, voilà, première expérience. J'enchaîne dans la foulée, dans la même zone, mais sur l'Europe, donc c'est le Thalys, de 96 enfin, je suis parti là-bas en 96
je suis rentré en fin 98. Et puis j'ai lancé un troisième TGV, là sur la dimension plus technique. C'est le TGV Sud-Est qui est allé de Lyon à Marseille, donc le Paris-Marseille en 3 heures. J'étais directeur de la production des TGV à l'époque et beaucoup de travail d'ailleurs pour mettre au point ce TGV parce qu'il y avait beaucoup d'innovation. Donc ma carrière est bien imprégnée de l'aventure TGV et ça a effectivement scandé les grands rythmes et donné du rythme à tout mon parcours professionnel. On a compris que le train était bien ancré dans ton quotidien depuis de nombreuses années, mais est-ce que tu pourrais justement nous parler de ton rapport au train? Est-ce qu'on peut dire que tu étais déjà passionné avant de rentrer chez SNCF? Et est-ce qu'on peut dire que tu es accro? Est-ce que le train coule dans tes veines? Alors non, avant la SNCF, je prenais le train comme tout le monde, mais c'était pas ma passion depuis tout petit, hein. Par contre, c'est venu et effectivement, d'abord j'ai découvert un univers incroyable qui m'a séduit tout de suite. Il y a une espèce de coup de cœur, alors un peu de technique parce que ça c'est mon côté ingénieur. Je me souviens la première gare où on m'a amené, c'est une petite gare entre Tours et Vierzon, là dans le centre de la France, et on m'a montré un système d'exploitation, de sécurité un peu ancien, mais très ingénieux. Je me suis dit, waouh, mais c'est rempli d'intelligence tout ça. Enfin, c'est pensé, c'est logique. Enfin, j'étais très séduit par ce côté très rationnel de la sécurité ferroviaire. Et puis après, ce qui m'a beaucoup plu tout de suite, je vous dis, c'est les hommes et les femmes, quoi. C'est une entreprise où il y a beaucoup de monde. Il y a 150 000 cheminots répartis dans tous les métiers, dans tous les territoires. Et ils sont tous passionnés, ils sont tous à fond. Ils sont parfois un peu rugueux d'ailleurs, hein, mais c'est un peu comme au rugby, quoi. Voilà. Et donc, cette capacité à faire équipe, à s'inscrire dans un collectif, ça m'a aussi tout de suite plu. Je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. Et depuis, je suis un militant du ferroviaire, il n'y a pas de problème. Jusqu'au bout, je me battrai pour que le train se développe dans ce pays parce que je pense qu'il est du côté de la solution. La transition écologique, l'aménagement du territoire, la décongestion des villes, la desserte des petites villes. Enfin, je crois que le transport de fret, pour qu'il y ait peut-être un peu moins de camions sur les routes et les autoroutes, je suis convaincu que le ferroviaire, le train et la SNCF peuvent apporter beaucoup de bonnes choses à notre pays et c'est pour ça que je me bats. Maintenant qu'on te connaît un peu mieux, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, peut-être un peu de contexte, j'en ai parlé un tout petit peu en début d'épisode. Le 5 mai dernier, le gouvernement a lancé la conférence de financement des mobilités. Donc c'est un événement qui a pour objectif de bâtir un nouveau modèle de financement des infrastructures de transport. Et c'est dans ce contexte que vous avez publié un rapport qui tire la sonnette d'alarme, je pense qu'on peut le dire, à propos de l'état de notre réseau ferré. Est-ce que tu pourrais nous résumer la situation que vous décrivez dans ce rapport? Ce qu'on dit, c'est que le réseau ferroviaire français, il n'est pas en si bonne forme. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que tout va bien, on voit des rails, ça a l'air solide, mais il vieillit. Il vieillit vite en ce moment. Le vieillissement, il s'accélère. Il a 30 ans de moyenne d'âge. Mais c'est qu'une moyenne. Il y a des rails qui ont plus de 100 ans, il y a des caténaires qui alimentent les trains avec l'électricité qui ont plus de 70 ans, donc c'est fragile. Ça peut casser, ça peut tomber en panne. Et une panne de réseau, ça touche énormément de trains. Quand qu'un seul train tombe en panne de moteur, il n'y a qu'un train. Mais quand le réseau est arrêté, c'est des dizaines et des dizaines de trains qui ne peuvent plus passer. Et ça peut durer des heures avant de rétablir le réseau. Donc les impacts du réseau sur la régularité, ils sont énormes. Voilà. Et quand on la voit aussi s'use trop, on est obligé pour des raisons de sécurité de baisser la vitesse. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire rouler les trains à pleine vitesse. Si on baisse la vitesse, les temps de parcours augmentent, c'est moins attractif, on va bien. Mais on est à un moment de bascule. Voilà, c'est pour ça que là, ça devient sérieux. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est de trouver des sous. Il faut reconnaître, c'est un enjeu d'argent public, parce que la SNCF, aujourd'hui, finance toute seule la régénération du réseau, la remise en bon état du réseau, mais ces moyens ne suffisent pas. Il faut trouver 1 milliard de plus à partir de 2028. Ce n'est pas tout de suite, mais il faut prendre les décisions tout de suite pour qu'on puisse organiser tous les travaux, prévoir les interceptions, les arrêts de circulation des trains d'un point de vue industriel. Il faut décider maintenant. Ça tombe bien. Je crois que le gouvernement, il a entendu. C'est pour ça aussi qu'il a lancé cette conférence de financement. On a 2 mois pour trouver la solution. Le besoin, on le connaît. Il faut trouver à partir de 2028 1 milliard d'euros par an. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est beaucoup d'argent, mais par rapport au budget de l'État français, c'est peut-être accessible. Voilà, les pistes existent. Si on le trouve, c'est formidable. Là, on aura un réseau en bon état. On pourra développer les trains régionaux, les trains de nuit, les trains de fret. Les TGV pourront sortir des lignes à grande vitesse pour irriguer tout le territoire. Donc, c'est la bonne histoire, c'est le cercle vertueux. Si on ne le trouve pas, c'est le cercle vicieux. Parce que les pannes vont se succéder, les dérangements d'installation, les arrêts de train. Voilà. Et là, pour le coup, c'est la spirale infernale. Le train devient moins attractif. Ça vaut moins le coup de prendre le train. On n'a plus confiance dans le train. Voilà. On est à ce point de bascule, à ce point décisif. Est-ce qu'on arrive à se mobiliser pour donner un coup de collier supplémentaire et on a vraiment des perspectives radieuses devant nous pour le ferroviaire français? Ou à l'inverse, on est dans le négatif, la spirale s'enclenche et c'est irréversible. On ne saura plus revenir en arrière.
Effectivement, peut-être un tout petit rappel par rapport au financement du réseau. Ça, c'est des choses qu'on a pas mal traitées justement dans les épisodes avec Alain, mais avec d'autres acteurs sur le prix des billets de train. Et en gros, juste un petit rappel, c'est que aujourd'hui, SNCF Réseau est financé grâce au péage ferroviaire que les opérateurs payent pour avoir des sillons, et aussi grâce au fonds de concours qui est alimenté grâce à une partie des recettes de SNCF Voyageurs. Si je résume grossièrement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a deux financements possibles. Il y a effectivement, chaque fois qu'un train roule sur le réseau, c'est comme sur les autoroutes, il paie un péage. Bon, ben, ça fait une somme d'argent qui est bien sûr réinvestie dans la maintenance du réseau. Et ça ne suffit pas. Ça, c'est la loi 2018 qui a créé la nouvelle SNCF. Un fonds de concours, c'est une boîte dans le budget de l'État. Il y a une case. Ben, tous nos bénéfices, ils vont dans cette case. Donc, tout l'argent gagné par les TGV, par les trains régionaux, mais aussi par nos grandes filiales, Géodis dans la logistique ou Keolis dans le transport public, mais gagné en France, mais en Australie, en États-Unis. Tout cet argent-là, il est rassemblé dans la caisse de la SNCF Holding, que je dirige, et il est reversé, le résultat, le dividende, le bénéfice, est reversé dans cette boîte qui sert à régénérer le réseau. Voilà, donc c'est l'addition de ces deux, les péages d'un côté et tout le bénéfice de la SNCF. Aujourd'hui, ça fait 3,5 milliards d'euros, quand même, apportés par le groupe SNCF pour le réseau. Il en faut un de plus. Voilà, c'est ça l'enjeu. Il nous manque 1 milliard, il faut arriver à 4,5 milliards. Tous les experts le disent, avec 4,5 milliards par an, on peut maintenir le réseau en bon état et le moderniser avec des technologies qui permettent de mettre plus de trains dans les lignes, d'avoir de la maintenance prédictive. Voilà, dans toutes les industries, il y a des sauts technologiques, nous c'est le digital en gros. Intelligence artificielle, capteurs, data crunching, voilà, on a envie de faire ça. Tous les pays européens autour de nous le font, on voudrait le faire. Pour le faire, il faut de l'argent. Voilà, donc l'enjeu c'est ça. Est-ce qu'on veut un réseau moderne, capacitaire, fiable? Il faut 1 milliard de plus. Si on n'a pas le milliard, ben on aura un réseau vieillissant qui sera de moins en moins à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Et donc dans ce rapport, vous écrivez que dès 2028-2030, il y aurait 4000 km de lignes qui seraient concernées, avec un impact sur plus de 2000 trains par jour. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais 2028, c'est demain, quoi. Ça arrive très vite. Et ma première question, c'est est-ce que cette conférence, elle n'arrive pas un peu tard? Et surtout, pourquoi le gouvernement attend qu'on soit au bord du précipice, si je grossis un peu le trait, pour se réveiller? Mieux vaut tard que jamais. Donc elle arrive quand elle arrive. Après, je pense qu'il y a toujours le temps de la prise de conscience. On a toujours tendance à pousser un peu la boule devant soi. On verra ça plus tard. On sait bien que notre pays a des problèmes d'argent public. On n'est pas fou. On sait bien que c'est pas facile, l'argent public. Il a fallu faire face au Covid. Il a fallu faire face à beaucoup de choses, à l'énergie qui a monté. Maintenant, on sait qu'il y a des efforts militaires qui sont envisagés. On n'est pas fou. L'éducation, l'hôpital, on sait bien qu'il y a besoin d'argent public dans notre pays et on l'accepte complètement. Mais par rapport à ça, il y a quand même ce sujet ferroviaire. Il est encore temps. Donc, si on se mobilise là dans les 2 mois qui viennent, on s'en sort. Voilà, on peut le faire. Donc, c'est pas trop tard, c'est juste à temps, mais maintenant, il faut le faire. Voilà, il faut décider maintenant pour être prêt à s'organiser, à planifier, parce qu'en plus, il faut planifier. Il faut que ce financement aussi soit stabilisé dans la durée, sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que d'abord, on en a besoin. Puis deuxièmement, il y a l'organisation industrielle. Les SNCF Réseau, qui s'occupe du réseau ferroviaire français, il a des sous-traitants, des industriels qui vont devoir embaucher, qui vont devoir investir dans des machines importantes. Ils ne vont pas le faire pour un an. Ils vont le faire s'ils ont une visibilité dans la durée. Donc voilà, il faut décider maintenant pour du moyen et long terme. Donc on a compris que selon vous, il fallait trouver à peu près 1 milliard d'euros par an en plus des 3,5 à partir de 2028 pour se donner les moyens de corriger le tir. Justement, t'en parles, tu dis, voilà, la situation elle est compliquée, il y a une dette publique qui atteint des sommets, etc. Et du coup, est-ce que c'est bien raisonnable de demander à l'État d'investir plus? Et quelles sont les solutions que vous proposez pour trouver ce milliard annuel? Oui, alors on est d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée, c'est pas de taper dans le budget tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a des besoins réels dans le pays. Non, c'est comme certains pays l'ont fait autour de nous, d'ailleurs, on va prendre des exemples, trouver des nouvelles sources de financement. C'est pas d'aller taper dans le contribuable aujourd'hui, c'est des nouvelles sources de financement. On en regarde, si on fait un petit tour d'Europe, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands on y reviendra je crois, et qui sont dans la difficulté les Allemands, ils ont des gros problèmes de réseau. Eh bien, les Allemands, ils ont mis en place une taxe poids lourd. C'est une idée d'ailleurs qui a eu lieu dans notre pays, puis on s'est arrêté, c'est un peu dommage, peut-être qu'on y reviendra à la discussion aussi. Voilà, taxe poids lourd, ça leur apporte 8 milliards d'euros par an. Ben, on ferait la même chose en France, on aurait 5-6 milliards d'euros peut-être, parce qu'on a peut-être un peu moins de poids lourd qu'en Allemagne. Moi, il m'en faut un, donc 5 ou 6 qui arrivent dans les caisses de l'État, on en prend un, c'est réglé. Deuxième piste, c'est ce qu'ont fait les Italiens. Les Italiens, eux, ils ont reçu beaucoup de l'argent d'Europe dans le cadre du plan de relance, qui est énormément d'argent européen, mais ils ont décidé cet argent de le mettre dans le réseau ferroviaire. Et les Italiens, ils vont faire un grand saut. Leur réseau était un peu moins bien que le nôtre,
Mais avec l'argent qu'ils mettent, ils vont avoir un réseau hyper moderne. Et ça serait quand même un peu bête que notre réseau français il soit décalé. Voilà, c'est ça un peu le risque aussi, c'est que par rapport aux standards européens, on se retrouve en seconde division. Ça, j'allais dire, ça serait pas terrible quand on sait le rôle que veut jouer la France au niveau européen dans la construction européenne. Et là-dessus, bonne nouvelle, il y a des impôts nouveaux européens qui vont arriver en France en 2027, donc c'est parfait, c'est juste un an avant qu'on en ait besoin, qui correspondent à des nouvelles taxes que vont payer tous les poids lourds européens, que vont payer les compagnies aériennes en Europe. Ça amène en France 5 milliards d'euros, là aussi 5 milliards d'euros, il nous en faut un, ça marche. Et puis il y a la troisième idée, celle-là elle est poussée à la française, c'est une idée française, c'est la fin des concessions autoroutières qui expirent en 2032, puis après progressivement en 2036, etc. Ben, on sait que les autoroutes, ça gagne des sous. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une partie de ces sous gagnés par les autoroutes pour mettre dans le ferroviaire? Trois idées, chacune rapporte plus qu'un milliard. Il faut prendre ou 1 milliard sur une des idées, ou 3 fois 300 millions, peu importe, ça m'est égal. Le tout, c'est qu'on trouve ce milliard. C'est vraiment hyper important. Je pense qu'on serait tous désolés de ne pas y arriver et on prendrait une grande responsabilité par rapport aux jeunes générations qui, dans 10 ans, dans 20 ans, nous diraient « Mais qu'est-ce que vous avez fait en 2025 ? Vous aviez l'occasion de régler le problème et vous êtes passé à côté. » Et alors moi, je vais venir te titiller un peu quand même, parce que dans le rapport, vous dites que le groupe SNCF peut verser une contribution complémentaire de 500 millions d'euros par an. Oui. Mais que vous ne pouvez pas faire plus. Oui. Or, dans le même temps, vous avez investi 600 millions d'euros pour lancer Ouigo en Espagne et vous apprêtez à vous lancer en Italie. Alors ma question, c'est est-ce que la priorité, ce ne serait pas justement d'investir dans le réseau en France ? Si, mais c'est la priorité. Je rappelle, tout l'argent qu'on gagne, il va dans le réseau. Donc c'est donc la priorité. Tout l'argent gagné par le TGV en Espagne, peut-être demain en Italie, la filiale Géodis de logistique en Chine, aux États-Unis, tout ça, l'orientation finale de tout cet argent, c'est le réseau ferroviaire français. Mon actionnaire, c'est le réseau ferroviaire français. Il capte mon dividende, 100% de mon dividende. Je ne peux pas faire plus. Là, aujourd'hui, je mets 1 milliard, je peux monter à 1,5 milliard. Je fais mes extrapolations de long terme. Allez, je dis, allez, on va réussir à arracher 500 millions de plus de bénéfices, puis c'est stop. À un moment donné, on s'arrête. Et si on me force à aller plus loin, je vais m'endetter. Là, il faut bien réfléchir. On vient de faire une réforme, loi de 2018, que j'ai mise en œuvre à mon arrivée début 2020, dont justement l'idée, c'était de désendetter la SNCF, puisque le gouvernement français a repris 35 milliards d'euros de dettes qui s'étaient accumulées au fil des temps, parce que la SNCF, elle avait financé toute seule la construction des lignes à grande vitesse. Voilà. Elle avait porté sur ses épaules tout cet investissement-là. Elle avait 60 milliards d'euros de dettes. C'était impossible à supporter. Les frais financiers, les remboursements, on s'en sortait pas. Bon, cette réforme, elle est super. Elle nous a fait beaucoup de bien, parce qu'après, on a fait notre boulot de gestionnaire. C'est comme ça qu'on a réussi à mettre la SNCF dans le vert. On a fait notre job. Mais si on nous demande de nous endetter chaque année, on va à nouveau reconstituer un stock de dette très important, qui serait complètement orthogonal par rapport à la réforme. Je suis tout à fait d'accord pour donner 100% de mon bénéfice, je ne peux pas faire plus. Mais si je vais au-delà, je ne peux pas être d'accord de dire que je vais réendetter mon entreprise de manière structurelle. Ça, je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis, il y a une limite. Cette limite, c'est celle-là. À la limite, prenez-moi tout l'argent que je gagne, je veux bien, mais je ne peux pas aller au-delà. Et donc, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc, les centaines de millions d'euros que vous utilisez pour investir, par exemple, pour se lancer en Espagne ou en Italie, ça veut dire que c'est de la dette ou c'est... Non, c'est pas de la dette parce que on peut le financer, mais il nous faut gagner de l'argent. C'est-à-dire, si on m'empêche d'investir, ou on m'empêche de gagner de l'argent, et cet argent que je gagne, il va dans le réseau, vous voyez. Et c'est pareil avec Géodis. Géodis aussi, on a acheté des entreprises en Allemagne, aux États-Unis, parce que ces investissements nous ramènent de l'argent, et cet argent, on le met dans le réseau. On a besoin de se développer au plan économique, de renforcer notre capacité contributive par de l'investissement qui rapporte. Premièrement. Et deuxièmement, vous avez l'investissement aussi, vous n'en parlez pas, mais de la qualité de service. Quand on rachète 115 rames de nouveaux TGV neufs, c'est pour que les Français puissent voyager dans de meilleures conditions. Voilà, donc on a toujours ce souci finalement de l'argent à quoi il sert, au réseau d'un côté et à la qualité de service. Mais le réseau, c'est la qualité de service aussi. Au fond, c'est que notre obsession, c'est que les Français disposent du meilleur système ferroviaire possible et on y met de l'argent et dans le réseau et dans le matériel roulant. Et si l'État ne suit pas vos préconisations, est-ce que tu aurais des exemples concrets qui permettraient d'imaginer ce à quoi ressemblerait le quotidien des Français qui voyagent en train? Ben oui, l'exemple, on en a un peu parlé, mais là on peut développer un peu plus. C'est ce qui se passe en Allemagne, c'est juste à côté. On a tous l'image de l'Allemagne industrielle, Deutsche Qualität, le pays parfait. Ben, le pays parfait, il est en train de se ramasser au plan ferroviaire. Voilà, ils ont un réseau qui est très grand, c'est le premier réseau d'Europe, un peu plus grand que le nôtre encore, mais ils le disent eux-mêmes. Comme ils n'ont pas assez mis d'argent dans leur réseau, ben, ils collapsent. La régularité est en train de s'effondrer. Elle est à 60% de régularité sur les trains de grande ligne, elle est à 85% chez nous, voire 90%. Voilà, donc on a d'excellents standards de régularité, ben, eux ils plongent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pannes simultanées
dans le réseau. Quand vous avez plusieurs pannes à la fois, l'effet de réseau, il se retourne contre vous. Les trains, ils n'arrivent plus à passer. Ou qui passent, ils se prennent des pannes. Donc, ils sont en retard. Et le comble, je trouve le plus symbolique, vous savez que la référence européenne, voire mondiale, c'est la Suisse. Hein. Ils ont un système quasi parfait. Mais nos collègues suisses, pour ne pas venir perturber leur cadencement suisse, ils refusent que les trains allemands en retard rentrent sur le réseau suisse. Imaginez, ça se passait en France. Moi, je serais piteux et honteux. Et je crois que tous les Français seraient piteux et honteux. Hein, si les trains français s'arrêtaient à Bellegarde parce qu'ils ne peuvent pas passer à Genève, je pense qu'on serait quand même très embêtés. C'est ça ce qui se passe en Allemagne et je ne veux pas que ça se passe en France. C'est ça l'enjeu. On a la démonstration sous nos yeux. Et il suffit d'aller en Allemagne ou d'écouter ceux qui sont allés voyager en Allemagne. Tout le monde le dit. Par exemple, on ne l'a pas vu l'année dernière parce qu'on avait les Jeux Olympiques. Nous, on était tous occupés là-dessus. Au même moment, au mois de juin, il y avait l'Euro de foot en Allemagne. Ça a été une horreur. Les équipes arrivaient en retard, les supporters arrivaient en retard parce que les trains ne roulaient pas. Regardez-nous ce qui s'est passé en France. Le système ferroviaire, il a fonctionné parfaitement en région Île-de-France, mais aussi à Marseille, à Lille, et on a amené le basket, le handball, l'équipe de basket américaine, quasiment tous les jours en TGV de Paris à Lille. Ça a tourné comme une horloge. Et donc l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on laisse faire l'Allemagne ? Je ne dis pas qu'on le veut, mais est-ce qu'on laisse faire ou pas ? Je crois que là, le sujet, il est posé, il est démontré, il est concret. Et moi, vous avez bien compris que moi, je n'ai pas envie du tout de faire l'Allemagne. Je préfère regarder la Suisse. Hein. Ça me plaît mieux comme référence que l'Allemagne. Et même en France, on a presque des petits exemples, on va dire, locaux. Alors, je prends la ligne Paris-Clermont, par exemple. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui peut se généraliser sur d'autres lignes aussi. Exactement, ouais, tu as raison. On n'a qu'à écouter les Auvergnats ou les Limousins. Hein. Ils ont un service ferroviaire qui ne marche pas, qui n'est vraiment pas à la hauteur des attentes. Moi, je ne suis pas très fier d'ailleurs de faire ça. Mais pourquoi on ne peut pas faire mieux ? Parce que le réseau ferroviaire était délabré. Alors, on est en train de rattraper. Hein. Je crois qu'on met 1 milliard sur chacune des lignes à peu près. Mais si on ne veut pas que ce qui se passe sur Clermont et Limoges se passe progressivement dans toute la France, on en revient à ce qu'on disait. Il faut trouver ce milliard d'euros à partir de 2028. C'est essentiel. Vraiment, l'enjeu, il est phénoménal et j'espère que les Français vont le comprendre parce que plus ils le diront avec nous, plus on y arrivera. Hein, je crois aussi si on arrive à avoir un engagement des Français, une expression des Français, un rebond des Français qui viennent nous aider, je pense que là, on y arrivera. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu très fort de compréhension et de maîtrise du sujet par les Français. Et alors justement, avant de passer au second thème, qu'est-ce qu'un Français moyen peut faire pour vous aider à porter ce message ? Est-ce qu'il faut interpeller le gouvernement ? Est-ce qu'il faut publier des photos dans un train ? C'est quoi les solutions pour quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de décision ? Les Français, d'ailleurs, je voudrais leur dire merci parce qu'ils prennent le train massivement. Ça, c'est déjà une des meilleures manières de nous aider, c'est de montrer que le train, c'est important. Ils nous le montrent, les TGV sont pleins. On a réussi à faire 15% de trafic supplémentaire à parc constant en 5 ans. Donc, ils ont envie de prendre le train, on le voit bien. Hein, c'est même parfois difficile de trouver une place dans les TGV. Il nous tarde que les nouveaux TGV arrivent dans l'année prochaine pour commencer à augmenter les capacités. Les trains régionaux, c'est pareil, un succès incroyable. 30% d'augmentation en moyenne et certains, c'est quasiment doublé. Je pense à Occitanie qui a des taux de croissance de trafic incroyables. Les gens veulent prendre le train. Les jeunes générations ont très envie pour des raisons écologiques aussi parfois. Hein, ils ne veulent pas prendre l'avion parce qu'ils trouvent que ça pollue. Ils veulent prendre le train. Voilà, il y a un engouement des Français pour le train qui est incroyable. Bon, ça, c'est déjà le premier soutien qu'ils nous font parce que si ce n'était pas la peine, si personne ne se moquait du fait, tout le monde se foutait du train, je pense qu'on ne serait pas là en train de discuter. Donc, c'est important. Alors après, c'est le Français citoyen. Oui, sa manière, hein, il peut faire des posts, il peut faire sur Twitter, il peut interpeller son député, il peut lui dire, moi, je veux pas que le train s'arrête. Voilà, toute prise de position plus ou moins organisée, plus ou moins spontanée, mais qui va dans le bon sens, oui, ça compte. Voilà, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes d'accord avec ça, si vous trouvez le moyen de vous exprimer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, allez-y, c'est le moment. Plus nos élus sentiront que ça pousse, hein, que les Français en ont vraiment envie, les élus sont là pour représenter les Français. Je suis sûr que ça les aidera à prendre les bonnes décisions pour maintenir en bon état ce bien commun. C'est un bien commun légué par nos anciens. C'est notre responsabilité, on l'a dans les mains. Moi, j'ai envie de le léguer aussi en bonne santé à mes successeurs et aux Français surtout. Hein. Il appartient aux Français, on est une boîte nationale, on est une boîte publique. Nous, quand on travaille, c'est pour les Français. On a un outil de travail, on a un équipement essentiel pour notre pays. Sacré nom de Dieu, il faut s'y mettre, il faut qu'on arrive à le garder en bon état. On sent l'engouement, parce que même, je pense que les auditeurs entendent tes mains qui tapent sur la table. Mais c'est bien, on sent qu'il y a de la motivation. Et je pense que c'est important, effectivement, même s'il y a cette menace qui pèse, de garder une vision positive et enthousiaste. Donc, mais peut-être attention à pas trop taper sur la table pour pas gêner l'écoute. Et je pense que les gens qui nous écoutent ont dû bien comprendre effectivement cet enjeu, cette urgence de financer le réseau et la régénération du réseau. Et alors moi, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet qui plaît beaucoup aux Français, le train de nuit. Ouais. Puisque j'ai sous les yeux un rapport du réseau Action Climat sur le train de nuit qui n'est pas encore sorti, donc c'est un peu une exclusivité. Il n'est pas sorti au moment où on tourne cet entretien, mais il est certainement disponible
au moment où les gens écoutent l'entretien. Donc je m'adresse déjà à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller le consulter puisqu'il sera déjà sorti. Et vous trouverez d'ailleurs un article à ce sujet sur notre blog. Et dans ce rapport, on apprend que 2024 a été une année record pour le train de nuit, avec un taux d'occupation moyen de 76%, qui grimpe même jusqu'à 86% sur la ligne Paris-Toulouse. C'est exceptionnel. C'est vraiment une année... ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça. Quelles sont les ambitions du groupe SNCF pour répondre à cet engouement pour les couchettes? Ouais, mais le train de nuit, on redécouvre le train de nuit, le slow travel ou le voyager en dormant, la croisière presque ferroviaire. Hein, on met 10 heures, 12 heures pour voyager. Donc, c'est notre rapport au temps. Là, on s'éloigne un peu du TGV. Hein, il ne s'agit pas d'aller très vite du point A au point B. On prend son temps. Hein, on embarque le soir vers 20h, 21h. On arrive le matin à 7h, 8h. Voilà, et on a passé la nuit à voyager, et un peu en dormir aussi, hein, quand même, pas l'oublier, mais à papoter. On retrouve aussi ce lien social. Hein. On se met à discuter avec les gens dans le compartiment ou dans le compartiment d'à côté parce qu'on attend dans le couloir. Il y a du lien social qui se crée. Voilà, il y a cette espèce d'ambiance assez sympa, assez conviviale, assez ouverte, propice à l'échange, au lien social, qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, donc c'est vrai que ce train de nuit, il est très particulier. Alors des trains de nuit, il y en a un peu de deux sortes. Il y a les trains européens. Hein, on voit là aussi, on peut aller à Berlin, on peut aller à Vienne en train. C'est assez sympa, on va d'une capitale à l'autre. Hein, les jeunes adorent ça, avec les sacs à dos. Voilà, mais pas que. Hein, il y a aussi parfois des gens plus âgés qui prennent le train parce que ça fait partie du plaisir. Au fond, le voyage commence à la gare de départ, hein, un peu dans les têtes. On se projette vers la destination. Et puis, il y a les trains de nuit en France hein, qui ont aussi un côté aménagement du territoire. Généralement, quand il y a des trains de nuit, c'est qu'on est loin du TGV. C'est des zones où le TGV il est loin. L'exemple emblématique, c'est Briançon. Hein, dans les Alpes du Sud, Briançon, au TGV, il n'est pas à côté. Il est à Valence, mais c'est loin. Il est à Marseille, c'est loin. Donc on voit que ce train, il est vital. Moi, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Fait pareil Briançon en train de nuit. Les gens dans le Briançonnais, ils y tiennent énormément à ce train. Parce que ça les relie à la capitale, ça désenclave le territoire. En plus, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, les Jeux Olympiques d'hiver, où Briançon va être une des places fortes de ces Jeux Olympiques. La clientèle internationale qui va arriver à Paris, elle pourra prendre le train de nuit pour aller à Briançon. Quoi. Donc c'est une super expérience. Alors ces trains de nuit, il faut reconnaître, pendant des années, ils ont été un peu mis à l'écart, ça régressait, il y en avait de moins en moins, il n'y en avait plus que deux. Il y avait le Paris-Briançon et puis un train qui faisait Paris-Toulouse et qui montait dans les Pyrénées-Orientales. Quoi. Il y avait plus que deux trains. La Tour de Carole. Avec les termes, la Tour de Carole, on montait, on finissait en Cerdagne, Font-Romeu, dans ces coins là-bas, c'est magnifique, mais c'est loin. Et puis, alors le plan de relance, ça fait du bien. Le plan de relance qui a démarré en 2021, le gouvernement, et il faut reconnaître sous l'initiative d'ailleurs du Premier ministre de l'époque, qui est Jean Castex, hein, qui a la fibre ferroviaire et la fibre des trains de nuit, il a dit, mais moi... Il vient du Sud-Ouest en plus. Il vient du Sud-Ouest, ouais, tout à fait, c'est une qualité, hein, vous l'avez noté. Hein. Voilà, il a dit, voilà, on va remettre de l'argent. Donc on est passé de 2 à 4. On a relancé un Paris-Nice qui existait autrefois, qui avait disparu parce qu'il y a le TGV. On a refait un train de nuit Paris-Marseille-Nice. Et on a refait un second train de nuit dans les Pyrénées centrales, qui vise plutôt Pau-et-Tarbes et Lourdes, ouais, le cœur des Pyrénées. Et ça a marché. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a un développement qui est possible. Et il y a un effort financier à faire, avec le gouvernement aussi, hein, qui doit être associé, parce qu'il y a un investissement à faire sur le matériel roulant. Parce que comme on ne n'est pas occupé pendant des années, ça a vieilli. On a un peu rénové les voitures là, avec le plan de relance. Donc c'est pas trop mal, mais ça reste vieux quand même. Donc à un moment donné, il va falloir mettre de l'argent dans le matériel. Et les locomotives aussi qui tirent ces trains, qui sont vieilles. Donc il va falloir faire un effort financier. Je crois que le gouvernement y est prêt. Parce que ça sera une initiative du gouvernement, en tout cas pour les trains de nuit français. Voilà, donc il est en train de préparer quelque chose. Je suis convaincu que devant la réussite commerciale de ces trains, je suis convaincu que le gouvernement voudra prolonger cette réussite et il y a encore un peu de place pour faire d'autres trains de nuit dans notre pays. Ok, donc si je comprends sur le train de nuit, ça passera forcément par une impulsion publique. Ouais. Et est-ce que ça, c'est pas le genre de projet qui peut être aussi lancé carrément sur l'initiative de SNCF? SNCF seule, dans SNCF Voyageurs, elle va réfléchir à la rentabilité de l'investissement. Parce que je le redis, hein, c'est SNCF Voyageurs, il y a 2 familles d'activités. Les activités services publics, les TER, les intercités, les Transiliens, où là, c'est des contrats passés avec des autorités organisatrices publiques, l'État, les régions, Île-de-France Mobilité. Et puis, il y a le TGV et le service commercial. Là, il n'y a pas de subvention, il faut se débrouiller tout seul. Et donc, il faut être sûr que l'argent qu'on investit soit rentabilisé par les billets. Voilà, sinon, c'est un mauvais investissement si on investit à perte. Il va falloir voir dans quel état on est. Si on est avec l'État, c'est l'État qui va faire l'effort d'investissement sur le matériel. Et là, il n'y a plus que les coûts opérationnels. Ça, c'est prenable. Mais le gros d'investissement est porté par l'État. Ça, c'est le schéma 1 qui est le plus sûr. Si on demande à la SNCF de le faire toute seule, elle va réfléchir. Et en plus, elle va réfléchir, j'investis là ou j'investis dans les TGV, vous voyez. Donc là, c'est moins sûr. Voilà, donc si on veut aller vite et fort dans les trains de nuit, je pense que c'est mieux de réfléchir à un investissement, au moins sur le matériel roulant par l'État, ensuite la SNCF ou d'autres,
parce que la concurrence peut-être arrivera là aussi. Il y aura d'autres opérateurs pour les faire. Voilà, donc si on veut être sûr, il vaut mieux que ce soit l'État qui porte l'investissement. Si on demande à la SNCF seule, peut-être que ça ira moins vite. On a quelques exemples maintenant en Europe avec European Sleeper, par exemple, qui est presque à l'équilibre, si je ne dis pas de bêtises. Et mon autre question, c'est aussi sur le Paris-Berlin. Le Paris-Berlin, c'est pareil, il prend à peu près 8 heures, donc c'est pas possible de le faire rouler plusieurs fois par jour. De ce que j'ai compris, en fait, la différence entre le train de nuit et le TGV, c'est que le TGV, tu peux le faire rouler 3 à 4 fois dans la même journée, donc forcément, tu vends plus de billets, c'est plus rentable. Mais comment ça se passe, justement, pour ces lignes à grande distance européennes? Comment vous arrivez à y trouver votre compte? Parce que est-ce qu'il y a des aides publiques là-dessus? Ah non, il n'y a pas d'aide publique sur le TGV. Il y a un TGV qui fait Paris-Berlin, qu'on a lancé il y a quelques mois, qui est un succès. Et c'est un succès d'autant plus qui nous a étonné nous-mêmes. C'est vraiment des gens qui vont de Paris à Berlin ou de Berlin à Paris, quoi. Donc il faut 8 heures de train. Alors ça, c'est peut-être aussi un élément nouveau qui nous surprend parce que ce n'était pas les références qu'on avait dans la tête. Les gens acceptent de rester plus longtemps dans les trains. Et même la clientèle loisir, bien sûr, mais même la clientèle affaires peut rester 3 heures, 4 heures dans un train parce qu'elle travaille à bord du train. C'est du temps utile, c'est pas du temps perdu. C'est même un temps un peu protégé, un peu cocoon où ils sont tranquilles. Voilà, donc ça, c'est important. Donc on remplit nos trains. Et le Paris-Berlin, très bonne surprise, il a des taux d'occupation supérieurs à 80%. Et l'économie d'un train, c'est ce qu'on appelle le point mort, quoi. Il faut avoir assez de passagers pour couvrir les coûts quasiment obligatoires de la circulation du train. La rame, le sillon, le salaire du conducteur, les contrôleurs, l'énergie, c'est quasiment les mêmes coûts. Que le train soit plein, que le train soit vide, c'est les mêmes coûts. Donc si on arrive à dépasser ce point mort, c'est-à-dire le nombre minimum de voyageurs pour couvrir les coûts fixes, alors on gagne des sous. Voilà, ce point mort, il est autour de 65%, 68%, 70%. Quand le Paris-Berlin est de 80%, on gagne notre vie. Voilà, donc ça là, c'est le marché en fait, c'est l'usage du train, l'utilisation du train qui va faire que c'est rentable ou pas rentable. Il faut arriver à des niveaux d'occupation assez forts pour y arriver. C'est le cas sur Paris-Berlin. Ce sont deux grandes capitales qui s'attirent. Les Français ont envie d'aller à Berlin, mais les Berlinois aussi ont envie de venir à Paris. Et après, il y a les villes intermédiaires qui complètent le train. Voilà, donc je pense que le Paris-Berlin est appelé durablement à tenir parce que l'utilisation, l'usage du train nous démontre que c'est rentable. Ouais, et donc on pourrait se dire qu'un train de nuit Paris-Barcelone, par exemple, ça pourrait être finalement, on pourrait arriver à une forme de rentabilité aussi, mais si j'ai compris, c'est un problème de matériel en fait. Oui, c'est ça, c'est Paris-Barcelone aussi. Peut-être que ça peut être rentable parce qu'on sait que c'est deux villes aussi où les gens ont bien envie d'aller d'un côté à l'autre. Mais il y a un effort initial à faire sur les trains de nuit qui est l'investissement dans le matériel neuf. Sur Paris-Berlin, les TGV, on les a déjà, donc on n'a pas à investir. Mais sur les trains de nuit modernes, là, il faut passer par l'investissement. Et je pense que cet investissement, s'il peut être porté par l'État, au moins en partie, ça aidera au développement de ces trains. Et alors, tu t'en as parlé un petit peu brièvement. Tu as mentionné donc l'ouverture à la concurrence. Et lors de notre entretien avec Alain, on a parlé du fait que SNCF Réseau, qui fait partie du groupe SNCF, ne pouvait pas privilégier SNCF Voyageurs par rapport à d'autres opérateurs comme Trenitalia, Renfe, etc. Pour ce faire, il a mentionné ce qu'on appelle le Chinese Wall. Oui, le mur de Chine, voilà, muraille de Chine. La muraille de Chine, qui est une sorte de séparation entre ces deux activités qui ne sont pas censées, on va dire, communiquer, au moins sur les sujets commerciaux. Après, sur les sujets techniques, pour faciliter la circulation peut-être, mais voilà. Et c'est censé justement garantir une libre concurrence en Europe. Mais moi, je me demande comment c'est possible concrètement, parce que j'imagine que toi, au niveau du fait de ta position, tu es au courant de tout. Tu dois prendre aussi des décisions stratégiques en faveur de SNCF Voyageurs, mais aussi respecter, on va dire, ce Chinese Wall. Comment c'est possible concrètement? Alors ça, c'est une question fondamentale qui a beaucoup été travaillée au moment de la loi qui a redessiné la nouvelle SNCF, parce qu'il y avait une autre option qui était possible, et certains pays européens l'ont fait, et même en France, certains étaient partisans, c'est une séparation totale. Certaines personnes disaient, c'est pas compliqué, si on veut pas qu'ils se parlent, on n'a qu'à les séparer. Réseau d'un côté et voyageurs de l'autre. Bon, la France, le gouvernement français a fait le choix de garder une holding. C'est moi la holding. On est au-dessus des deux. Donc il y a bien les deux, et moi qui suis en holding. Je pense que c'est la bonne idée d'ailleurs. C'est ce qui permet d'être le plus efficace. Il y a aussi des enjeux sociaux parce que les statuts sont les mêmes. Qu'on soit à réseau, qu'on soit à voyageur, il y a une unité sociale qu'il faut préserver. C'était important aussi pour les personnels cheminots qui sont attachés à cet ensemble unifié. Donc voilà, je pense que c'était une bonne décision. Alors pour autant, effectivement, l'objectif, c'est qu'il faut être parfaitement équitable par rapport aux nouveaux entrants. Alors ça veut dire quoi? C'est que même moi qui suis président du groupe, je ne sais pas s'il y a des nouveaux entrants qui ont tapé à la porte de réseau pour dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je n'en sais rien. Et je ne pose pas la question. Et j'ai même dit au patron de réseau, si jamais un jour où je m'enflammais, je posais la question, tu ne me réponds pas. Mais je peux t'assurer que je ne pose pas la question. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde les faits, et Dieu sait qu'on est observé et scruté, personne n'a pu nous accuser
de donner la préférence à un voyageur par rapport aux autres compagnies qui d'ailleurs arrivent sur notre réseau, puisque les Espagnols sont là, les Italiens sont là, d'autres se préparent à arriver. Ça, c'est la concurrence de type TGV. Puis il y a la concurrence sur les TER, où il y a déjà Transdev, par exemple, qui a gagné 2 appels d'offres et qui va démarrer très prochainement les opérations sur un lot qu'elle a gagné en région sud entre Marseille et Nice. Voilà, donc la concurrence, elle est là pour de vrai. Ça montre bien qu'on ne l'a pas empêché. Et moi, je suis très, très attentif à ça, parce que je sais que si je ne faisais pas, d'abord, je me ferais gronder, mais pire que ça serait un argument qui serait donné aux adversaires qui diraient, voyez, ils ne respectent pas les règles du jeu, il faut les séparer. Et comme moi, je ne veux pas qu'on soit séparés, je suis très attentif à être impeccable, à ne pas faire de faute de quart. Je suis dans mon rôle et pas plus que mon rôle. Et ça marche. Et justement, est-ce qu'il y a une autorité indépendante qui vérifie ça, qui surveille ça? Je pense à l'ART ou des choses comme ça. Ah oui, on est très très observé. On a une autorité sectorielle du secteur qui s'appelle l'autorité de régulation des transports, qui est très attentive à ce que les règles de la concurrence soient respectées. Et même, elle est dans son rôle, elle cherche même à favoriser un peu la concurrence. Elle est là pour que les concurrents, ils arrivent. Donc elle pèse par tous les moyens légaux pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les concurrents de venir, et en tout cas que le groupe SNCF n'entrave pas l'arrivée de la concurrence. Elle est dans son rôle, et elle le fait. Il y a des rapports, des enquêtes, parfois même des amendes, ça peut arriver par le passé. Maintenant c'est fini parce qu'on est impeccable, donc on n'a plus d'amendes, mais on a pu en avoir sur tout un tas de sujets d'ailleurs, les données, enfin, l'accès aux ateliers, l'accès aux sillons, l'accès aux gares, l'électricité, enfin bref, il y a plein de sujets qui peuvent se poser. On est très très attentif à être impeccable, à être dans les clous. Il y a une autorité après générale de la concurrence qui peut intervenir. Alors ça peut être sur la plainte. Par exemple, dans la distribution, il y a des plateformes américaines, d'ailleurs au passage, qui trouvent que c'est pas assez ouvert, qu'elles n'ont pas accès facilement aux données. Elles ont déposé une espèce de plainte auprès de l'autorité de la concurrence générale qui fait une enquête sur nous. On les a vus débouler un jour, ils ont pris les ordinateurs, ouvert les bureaux. Donc on est très 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 surveillés. Voilà, donc, et enfin, oui, et puis les opérateurs qui peuvent porter plainte s'ils le veulent. Donc oui, on est très encadré, très surveillé, et je suis très attentif, bien sûr, à ce qu'on respecte de manière impeccable toutes les règles qui s'appliquent en matière de concurrence. Ok, écoute, c'est intéressant tout ça. Et dans le contexte d'ouverture à la concurrence, je pense qu'il y a quelque chose que le grand public ne maîtrise pas du tout. Vous, la concurrence, elle va se faire sur tout un tas d'activités qui vont être très différentes. Parce que jusqu'à maintenant, avant l'ouverture à la concurrence, SNCF s'occuper évidemment d'opérer les trains, de les faire rouler, mais il y avait aussi les enjeux de maintenance, il y avait aussi la vente de billets, il y avait aussi le métier d'acheteur. Acheter des trains, c'est pas quelque chose qui s'invente. Aujourd'hui, ça va être de la responsabilité des régions. Donc en fait, est-ce que tu peux nous parler de tous ces enjeux un peu de fragmentation des métiers de l'ensemble du groupe, et en quoi, quels vont être les enjeux que vous allez, on va dire les difficultés que vous pouvez rencontrer là-dessus, et aussi les opportunités dont vous allez pouvoir profiter? Oui, il y a 2 phénomènes de fond qui transforment en profondeur l'organisation du ferroviaire dans notre pays. Avant, il y avait que la SNCF qui faisait tout, donc c'était simple. Et d'ailleurs, les Français, quand on parlait ferroviaire, ils pensaient SNCF, qui était le responsable de tous les maux. Voilà, bon, ça c'est l'histoire d'avant. Il y a la concurrence qui arrive, qui fragmente déjà par définition, puisque on n'est plus déjà le seul opérateur à faire rouler les trains dans ce pays. Il va falloir s'y habituer. Et deuxièmement, l'autre phénomène de fond que tu évoques, c'est la régionalisation. C'est-à-dire que tous les trains régionaux ou les trains de banlieue en Ile-de-France, c'est plus la SNCF la patronne. En région, en Bretagne, en Grand Est, c'est la région la patronne. C'est la région qui décide le nombre de trains, l'arrêt des trains, les tarifs dans les trains, qui achète les matériels roulants, qui finance les ateliers, qui organise la concurrence. Donc c'est parti quoi. En Ile-de-France, c'est pareil. C'est Ile-de-France Mobilité qui fait des efforts financiers très importants, qui finance les trains, qui participe au financement de l'infrastructure. On voit sa marque partout. On voit d'ailleurs les marques régionales maintenant. La marque SNCF, elle disparaît et on voit apparaître des marques régionales, en gros sur les matériels roulants, en partie sur les gares. C'est co-brandé les gares. Il y a que SNCF, mais il y a parfois la marque de la région ou d'Île-de-France Mobilité, les couleurs. On voit les couleurs apparaître qui sont plus les couleurs de la SNCF. Donc c'est un chamboulement très profond. Alors sur les métiers, qui est la question que tu poses, alors peut-être que l'endroit le plus avancé, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, donc déjà la concurrence, elle est en place sur les opérateurs. Donc on vient de gagner une grosse ligne de banlieue qu'on a pu garder. C'était à nous, on a réussi à la garder, mais c'était la RATP qui était contre nous. Même qu'entre opérateurs publics, on arrive à se concurrencer. Mais la RATP, par contre, nous avait gagné un lot de tram-train qu'on a perdu. Donc c'est parti, donc les opérateurs. Mais Île-de-France Mobilité vient de dire qu'elle voulait acheter elle-même les matériels, alors qu'avant c'était nous. Au fond, on achetait les matériels pour le compte des régions d'Île-de-France Mobilité. Et on payait Alstom ou un autre constructeur ou CAF, et puis on recevait l'argent de la région. On était un intermédiaire, au fond. Mais toute l'ingénierie de l'achat, le processus d'appel d'offres, etc., c'était conduit par nous. Là Île-de-France Mobilité, non, poussez-vous, on n'a plus besoin de vous, on va le faire tout seul. Il y a des régions qui sont en train de prendre le même type d'initiative.
en disant après tout on finance, on n'a pas besoin de vous, on va s'adresser directement au marché de la construction des matériels roulants. On est poussé. La maintenance, c'était notre métier. On pense que ça marche ensemble, maintenance, exploitation. Tous les matins, l'atelier livre les trains, on les prend, on les fait rouler. Ah, on commence à dire, attendez, mais peut-être qu'il va y avoir 2 lots. Hein. Un lot pour l'exploitation, puis un autre lot pour la maintenance. Ça ne sera pas forcément vous. Ça peut être les constructeurs qui font la maintenance, puis ils vous donneront les trains maintenus, vous les faites rouler. Ah, on n'avait pas prévu ça. La distribution des billets. Regardez en Île-de-France Mobilité, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on vend, où et comment, avec le phénomène digitalisation. Donc, parce qu'en fait, ils veulent capter les clients. Le client, c'est les lecteurs aussi. Hein. C'est le contact direct avec la population. Dans l'opérateur, toi, tu fais rouler tes trains. C'est plus à toi de distribuer les billets. On va le faire tout seul. On n'a pas besoin de toi. Après tout, c'est l'électronique, le digital, etc. On est assez grand pour faire nous aussi nos applications, nos machins. Et toi, tu te pousses. Ça, c'est la menace. L'aspect opportunité, c'est qu'à chaque fois, il y a des appels d'offres et des marchés. À chaque fois, on peut, OK, on est poussé, c'est plus nous de manière automatique, mais ça peut être nous après un appel d'offres. Donc on se présente à des appels d'offres de matériel roulant, de maintenance, de distribution. Mais c'est plus la même position. Et surtout, effectivement, la difficulté, je ne sais pas si c'est un risque, mais quand même, c'est que ça va fragmenter tout ça. Et le ferroviaire, c'est déjà assez compliqué. Donc quand c'était une seule entreprise, ce n'était pas déjà simple. Mais c'est plusieurs entreprises, chacun faisant un bout, qui va intégrer l'ensemble des bouts pour qu'à la fin, ça fasse un service sans couture pour le passager, parce qu'il s'en manque un peu, le passager, de tout ça. Hein. Lui, à la fin, il veut un train qui marche. Hein. Bon, voilà, comment on va s'assurer que tous ces bouts-là s'emboîtent pour faire le bon service? C'est une question qui vaut aussi pour l'autorité organisatrice, qui devra assurer une forme d'intégration industrielle pour être sûr que tout s'emboîte. Avant, c'était la SNCF qui le faisait, de manière un peu invisible, mais elle le faisait, cette intégration. Demain, si c'est plus elle qui le fait, qui le fera? Voilà, c'est une question qui est posée avec un risque réel que ça ne marche pas si bien que ça. On verra, ça se calera dans le temps, mais c'est effectivement c'est très très différent d'autrefois. Et il ne faudra plus engueuler systématiquement la SNCF, il faudra se poser la question, est-ce bien la SNCF? Et ça ne sera pas sûr demain que la SNCF soit partout, en tout cas c'est même sûr du contraire. La SNCF ne sera plus l'opérateur unique et généraliste de l'ensemble du ferroviaire dans ce pays. Donc ouais, ça va être extrêmement fragmenté et même vous au sein des équipes, ça veut dire que, imaginons il y a un appel d'offres sur la billetterie, toi tu dois réorganiser tes équipes pour avoir une équipe qui va s'occuper juste de cet appel d'offres, donc qui est vraiment spécialisée sur la billetterie. Un appel d'offres sur la maintenance, pareil, il faut... donc ça veut dire qu'en termes d'organisation de l'entreprise, ça doit être passionnant comme sujet, mais c'est pas mince. Oui, c'est aussi, tu as raison de dire, il y a une conséquence évidente sur l'organisation interne de l'entreprise elle-même, qui en fait se réorganise autour de chacun de ces appels d'offres, avec des équipes dédiées plus petites. Donc on part de la grande entreprise homogène, monolithique, générale, et on voit apparaître des petites SNCF, hein, des petites filiales à chaque fois spécialisées sur les appels d'offres. Ils font l'appel d'offres, s'ils la gagnent, c'est eux qui vont réaliser la production liée à l'appel d'offres. Donc on voit se morceler un peu cette grande SNCF, qui au plan social pose des questions. Les salariés s'interrogent, ils disent mais qu'est-ce que je vais devenir? Moi j'étais habitué à la grande SNCF, mais qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans cette petite filiale? Puis si on perd aussi, si on perd, j'ai plus de boulot moi. Je deviens quoi moi? Voilà, donc les syndicats ils n'aiment pas ça du tout, parce que les syndicats ils aimaient bien la grande SNCF. Ça leur donnait plus de puissance quand même. Puis là, s'il y a plein de petites SNCF, ils sentent bien que c'est aussi une révolution pour eux aussi, quoi. Donc c'est un autre dialogue social, plus concret, un peu moins général. Oui, c'est un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant nous. On a fait un pas, mais il y en a d'autres. Hein. On considère qu'il faut 10 ans à peu près pour que cette vague de mise en concurrence se déroule complètement. On vient d'en passer 2. 23, 24, 25, c'est à peu près 2 ans. On a encore 8 grosses années de transformation. On n'est qu'au début, ça va continuer. Oui, c'est une période de transformation historique. Hein. Et la SNCF dans 10 ans, elle ne sera pas tout à fait organisée comme elle est aujourd'hui. Si on résume, ton successeur va s'éclater. Il va prendre beaucoup de plaisir dans les années à venir. Et juste une petite question aussi, moi, par rapport aux économies d'échelle. Parce que si j'ai bien compris, donc c'est les régions qui vont passer les commandes pour les trains. Alors qu'avant, c'était SNCF qui passait les commandes pour un peu tous les TER de France. Comment on va faire pour garder ces économies d'échelle? Parce que commander 10 rames, ça n'a pas le même prix que... Enfin, en tout cas, par unité, c'est pas le même coût que pour commander 100 rames. Mais moi, mon rêve, c'est qu'on évolue comme l'aérien. L'aérien, ce qui est génial, c'est qu'en fait, de facto, ils ont 2 constructeurs, Boeing et Airbus. Et les compagnies aériennes, elles achètent sur des étagères, quoi. Elles définissent pas un avion neuf et différent à chaque fois. Donc voilà. Donc moi, j'espère que tout le monde aura la sagesse d'évoluer vers une situation un peu comme ça. On voit bien les constructeurs, il n'y en a pas 12 hein, en Europe. Hein. Il y a Alstom, il y a Siemens, il y a CAF. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, au fond. Hein. Les Suisses, ils ont Stadler, voilà, qui est un peu très suisse. Mais voilà, il n'y en a pas énormément.
bah, j'espère que moi, tout le monde comprendra que pour que ça marche et que ça reste économe, tout ça, hein, bah, il faut, dans le même temps, accepter le morcellement, puisque c'est comme ça. Chaque région, OK. Mais dans le même temps, il faut que l'industriel, lui, au contraire, s'homogénise, j'allais dire. Si on a cette intelligence-là, et si on évolue vers des achats sur étagère de matériel existant, avec des grands sauts tous les 10 ans, mais en gros, pendant 10 ans, on achète tous les mêmes trains, ou chez A, ou chez B, ou chez C, puis c'est tout, mais on n'invente pas des trains à chaque fois, là, on va s'en sortir. Si on veut inventer des trains à chaque fois, ça va coûter énormément cher, parce que ce sera des tout petites séries. Les frais d'ingénierie de mise au point des matériels neufs seront les mêmes. Hein. Qu'on achète 10 trains, 50 trains ou 1000 trains, c'est les mêmes coûts pour les ingénieurs pour les définir. Donc, vous voyez, c'est pas tenable. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est qu'il y ait deux mouvements à peu près au même moment. OK, on morcelle les achats, mais au fond, ce qu'on achète, ça a été standardisé et industrialisé. Voilà, c'est à peu près, moi, la piste que je propose pour éviter le risque que tu évoques. Très intéressant, ouais. C'est des sacrés défis à relever. Et alors justement, petite question un peu plus... Bon, je sais pas si tu pourras nous répondre de manière complètement honnête, mais toi, c'est quoi ton avis justement sur l'ouverture à la concurrence ? Alors, je fais la langue de bois ou pas ? Bah, nous, on préfère l'honnêteté, mais Ouais, on sait que c'est pas facile. Non, mais je vais être honnête en assumant une première partie de réponse politiquement correcte. La première partie de réponse politiquement correcte, c'est que c'est la loi. Il y a une loi européenne transposée en droit français qui a dit il y a la concurrence. Point. Moi, je suis patron d'une boîte publique, j'applique la loi. Après, le débat sur la loi, c'est un débat plus citoyen au fond. Voilà. Alors, en tant que citoyen, qu'est-ce que j'en pense ? Puis connaissant un peu le sujet, je pense qu'il y a des plus dans la concurrence. Et il y a des conditions de réussite. Parce qu'on a vu ce qui ne marchait pas. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est le fret. Le fret s'est ouvert depuis 2007 en Europe. Hein. Ça n'a pas développé le fret. C'est-à-dire ceux qui pensaient que le seul fait de mettre la concurrence suffisait par magie, par l'arrivée des privés, qui étaient beaucoup plus intelligents que les publics, bien évidemment, que ça suffisait à développer, ben, c'est pas vrai. On a le constat devant nous. Par contre, si la concurrence, elle arrive au moment où on développe le secteur, en investissant dans le réseau, en trouvant des financements nouveaux. C'est-à-dire que le gâteau augmente. Si le gâteau augmente, et puis que surtout les passagers ont envie de prendre le train, c'est quand même ça aussi qui fait augmenter le marché, si on crée les conditions du développement, alors là, la concurrence, ça peut aiguillonner un petit peu. Hein, ça fait avancer un peu plus vite, un peu mieux. On va améliorer le service, on va ajuster les prix, on va se montrer. Et ça peut aider l'opérateur historique à se remettre en question, parce que c'est pas interdit de se remettre en question. Pour être plus performant, plus efficace, plus malin, plus innovant, plus agile. Donc là, c'est le bon côté de la concurrence. Voilà, la question est-ce qu'en Europe, en ce moment, on en revient au réseau d'ailleurs, hein, est-ce qu'en ce moment, en Europe, en France, en Europe, on crée les conditions de développement du trafic ? Si la réponse est oui, il y aura un effet d'accélération. Si la réponse est non, ça ne servira pas à grand-chose. Deuxième élément, pas langue de bois, il y a des plus à la concurrence, on vient d'en parler, sur les coûts par exemple, on voit bien. Nous, quand on répond à un appel d'offres TER, comme par hasard, on répond moins cher qu'avant. Bon, voilà, parce qu'on s'est gratté un peu la tête, parce qu'on sait qu'il y a un concurrent qui va être là. Et donc, c'est tout bon pour la région qui achète le train kilomètre moins cher. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a des économies, mais il y a des coûts aussi. Par exemple, une région, il y avait un seul TER fait par la SNCF. Elle le divise en 4. Sur chacun des 4 bouts, plus petits, elle met un atelier. Ben, elle a créé 3 ateliers. Donc il y a toujours l'ancien atelier, le gros atelier, mais qui s'est vidé, et les coûts sont là toujours. Hein. Et on en a créé 3 autres. On voit bien que l'optimum industriel, il n'est pas atteint. Voilà, donc il y a des économies d'un côté, des surcoûts de l'autre. Quel sera le bilan de tout ça dans quelques années ? Ben, faudra le dresser. Voilà, en tout cas, il faut au moins admettre qu'il y a des questions. Voilà, il ne faut pas être un zélote de la concurrence en disant c'est une espèce de déesse qui arrange tout. Oui, ça peut faire bouger les choses s'il y a croissance en volume, mais il y a des économies, il y aura des coûts. Quel sera le bilan ? On tirera le bilan dans quelques années. Et puis il y a aussi un élément qui est important à noter, c'est le manque de matériel roulant. On peut avoir de la demande, mais s'il n'y a pas assez de matériel pour accepter cette demande, c'est un peu aussi un sujet là-dessus. Et le cas de l'Italie, dont on a parlé dans un épisode précédent, parce qu'on a reçu le président de Trenitalia et le directeur marketing, ils ont parlé justement un peu du cas en Italie où l'État a investi pour permettre aux gestionnaires de réseau de ne pas avoir des pertes lorsqu'ils ont baissé les péages ferroviaires, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce manque de matériel et donc on a pu répondre à cette hausse de la demande. Mais là, en France et dans l'Europe en général, j'ai l'impression qu'il y a un gros souci de matériel roulant. Oui, il y a un souci. Alors, il y a des commandes, hein. Il y a énormément de commandes, mais quasiment tous les industriels, donc il ne faut pas en accabler un parce que c'est presque tous, ont d'énormes problèmes de délai de production. Ils sont tous en retard, mais gros retard, hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, donc c'est énorme. Hein. Et en attendant, on manque de matériel alors que les trafics montent. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas très à l'aise parce qu'on est ravis, les gens veulent prendre le train, ok, super,
mais les TGV sont pleins, comment on fait? On est ravis, les gens veulent prendre le TER, mais les taux d'occupation commencent à être énormes. Nous, en tant qu'exploitant, on a fait le maximum. Par exemple, on maintient la nuit au maximum. Effort social pour les cheminots d'ailleurs, hein. C'est pas marrant d'aller travailler la nuit. Mais ils l'acceptent pour libérer le matériel de jour pour faire des trains. Mais on est au bout de l'optimisation. Donc maintenant, la seule solution, c'est qu'il y ait de nouveaux matériels. On croise les doigts. On espère que les délais annoncés maintenant vont être tenus. Nous, on attend, comme la prunelle de nos yeux, l'arrivée des nouveaux TGV, les fameux TGV M, qui devraient nous être livrés en février l'année prochaine. On en a absolument besoin. Voilà, donc on espère qu'enfin les nouveaux matériels vont arriver. Donc les TGV d'Alstom en 26, les rames oxygène de CAF qui rouleront sur Paris-Limoges, Paris-Clermont en 27, les RER qui doivent arriver. Il faut que quand ils arrivent, ils marchent en plus très vite sur les grandes lignes de RER en Ile-de-France, très matériels régionaux pareil. Oui, c'est vrai que la demande est là, l'envie est là, l'argent est là même pour acheter des matériels. Il faut que les industriels nous livrent. Voilà, s'il vous plaît, livrez-nous vite du matériel neuf, du matériel qui fonctionne. On saura comment les remplir. Et tu saurais dire justement comment on peut expliquer ce retard, parce que c'est des commandes qui ont été passées il y a quand même assez longtemps. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas anticipé sur justement cette explosion des carnets de commandes? Comment on peut expliquer ça? Bon, ça serait plutôt de poser la question, mais on peut essayer de comprendre. Bon, je crois que comme tout le monde, ils ont pris le Covid dans les pattes, où toutes les chaînes de production se sont arrêtées, donc ça les a désorganisés. Après, derrière, ils se sont pris les problèmes de ce qu'on appelle le supply chain, c'est-à-dire d'approvisionnement mondiaux, où les problèmes géopolitiques, ça aide pas, les fournisseurs défaillants ou qui préfèrent d'autres pays. En fait, tout ça, c'est devenu très compliqué. Troisièmement, je pense que là, peut-être, ils ont fini par accepter de concevoir des matériels très sophistiqués, peut-être trop sophistiqués, et ils ont du mal à maîtriser les innovations. Voilà, je donne un exemple sur le TGV M, et c'est accepté par Alstom, puisqu'on avait un plateau commun. Donc là, Alstom ne peut pas dire qu'on se l'a inventé. On avait nos ingénieurs qui travaillaient ensemble à définir de nouveaux matériels. Par exemple, on a dit, mais ça serait vachement bien qu'il y ait une batterie électrique à bord. Si jamais la caténaire ne marche pas, pour une raison X ou Y, le train, il peut se débrouiller tout seul. Le fameux greffon. Ouais, un petit greffon, là. Bon, ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas forcément leur faute à eux, mais leur fournisseur qui s'était engagé à fabriquer cette batterie, il n'y arrive pas. Donc, on va démarrer les TGV sans la batterie. C'est pas très grave, mais voilà une innovation, par exemple, que l'ingénierie a dit oui, la production, il n'y arrive pas. Bon, voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un niveau de sophistication des matériels, peut-être qui est une asymptote. Il faudrait peut-être se calmer un peu, faire des choses plus simples avec des solutions technologiques éprouvées pour être sûr de sécuriser les chaînes de production. Une bonne vieille voiture corail. Peut-être pas, mais en tout cas, attention à une innovation qui finit par coûter de l'argent, amène une dose de complexité supplémentaire et peut-être parfois pour pas apporter grand-chose en matière de fonctionnalité pour les clients, parce que c'est ça qui compte. C'est qu'à la fin, ça amène quelque chose de concret, de positif pour les voyageurs. Bon alors Jean-Pierre, dernière question. On va voir si là tu arrives à y répondre sans langue de bois du tout. C'était qui? On est entre nous, hein, mais c'était qui ton ministre des Transports préféré? Ah oui, non, honnêtement, j'ai pas de réponse spontanée. J'en ai connu quelques-uns là, depuis que je suis président. Je crois que j'en ai connu 5, je crois. Ils avaient tous tous aimé le train. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc il n'y avait aucune divergence stratégique. Ils avaient tous envie de développer le train. Après, les personnalités peuvent être différentes. Voilà. Donc moi, c'est mon boulot c'est mon patron, hein, en gros, le ministre des Transports. Donc, et le ministre des Finances aussi. J'ai 2 patrons. Ministre des Finances et ministre des Transports. C'est à moi de m'adapter. Je sais faire. Je sais m'adapter à mon patron. Et avec chacun, on a su créer les bons équilibres pour être efficace au service des Français, au service du ferroviaire. Franchement, voilà, c'est à moi de m'adapter. Quand on est patron d'une entreprise publique aussi, ça fait partie du job. L'actionnaire, c'est l'État. L'État, il est incarné par 2 ministres, hein, Transport et Finances. À moi de m'adapter à eux et je pense que j'ai à peu près réussi pendant la période où j'étais président. Et justement, ça c'est presque une curiosité personnelle. C'est quoi la régularité des rapports que tu pouvais avoir avec ces personnes-là? Ministre des Transports, c'est quasiment une fois par mois. Hein, des réunions régulières, ça peut être plus, hein, mais il y a un fond de réunion très régulier. Et c'est normal, le ministre des Transports, il a plein de prérogatives. Hein. Il a les routes, les aiguilleurs du ciel, les camions, il a plein de trucs, les canaux. Voilà. Mais le ferroviaire, c'est quand même une composante importante de ses compétences, et la SNCF, bien sûr. Donc, généralement, tous ont éprouvé le besoin, et moi, ça me va très bien d'avoir des points réguliers d'actualité, etc., pour échanger, se caler, avancer ensemble. Ministre des Finances, alors, c'est par les conseils d'administration. Il y a 2 hauts fonctionnaires des finances qui sont au conseil, et il y a un conseil quasiment tous les mois, puisqu'il y a le patron de l'Agence des participations de l'État, qui est notre actionnaire, un peu qui représente l'actionnaire, et il y a la patronne de la direction du budget qui sont les finances de l'État, hein, voilà, celle qui est responsable de l'argent public. Voilà, donc eux, ils ont une immersion très régulière auprès du conseil, et généralement, au moins 2 fois par an, je vais plancher au niveau du cabinet du ministère de l'économie, voire de Matignon ou de l'Élysée, pour que à très haut niveau de l'État, on ait une photo un peu de comment tout ça évolue, c'est quoi les enjeux, pour que l'ensemble des décideurs publics soient à peu près au courant de ce qui se passe à la SNCF, des enjeux, de l'avenir, du futur, des difficultés parfois aussi. Voilà, bien partager l'information, c'est important.
quand on est à la tête d'une grande entreprise publique comme la SNCF. Et tu t'es senti soutenu justement ces dernières années par les différents ministres ou parfois ils vous refilaient un peu la patate chaude Là aussi, sans langue de bois, j'étais soutenu tout le temps sauf une fois. T'as envie qu'on parle de la fois où j'ai pas été soutenu ou pas? Si, ouais, avec plaisir. C'était il y a 1 an et quelques. Madame Binet, qui venait d'arriver à la CGT, a une formule que j'aime bien. Et elle a dit, le gouvernement vient d'inventer un nouveau motif de licenciement, c'est d'avoir signé un accord avec les syndicats. J'ai signé un accord avec les syndicats que je ne regrette pas sur la pénibilité et les fins de carrière. Quand les cheminots ont 30 ans de 3-8, 30 ans de travail de nuit, dans les ateliers, sur les voies, ils sont usés, voilà, et de toute manière. Donc c'est pas idiot de discuter avec eux de la manière d'aménager leur fin de carrière. Ceux qui sont en forme, au contraire, on les garde bien volontiers et on les promeut, on leur donne une perspective de déroulement de carrière, et ça marche. Et il y en a beaucoup qui choisissent ça. Ceux qui sont trop fatigués, et ça peut arriver, c'est des problèmes quasiment de santé personnelle, plutôt que de tomber dans l'absentéisme, l'arrêt de travail, on ne sait jamais si les gens ne sont pas là ou pas là, il vaut mieux négocier quelque chose de propre. Donc on a un contrat de fin de carrière qui a été négocié. C'est intelligent, la plupart des grandes groupes publics le font, ou privés d'ailleurs, quand ils sont confrontés à de la pénibilité. On l'a fait. Sur ce coup-là, et honnêtement pour des raisons un peu politiciennes, certains hauts personnages de l'État ont éprouvé le besoin d'exprimer leur désaccord publiquement avec moi. Ça ne m'a pas mis en bonne situation, mais c'est la vie. Tout ça est retombé à peu près sur ses pattes. On est 1 an plus tard, tout va bien et je vais accoster gentiment à ma limite d'âge, donc tout va bien. Voilà. Mais là, il y a eu un épisode un peu difficile où je l'ai vécu comme quelque chose d'un peu d'injuste et je m'en suis expliqué à l'époque. Mais voilà, c'est le seul accroc que j'ai eu avec l'État en 5 ans et demi de fonctionnement et les gestions de situations difficiles, des crises sociales avec la réforme des retraites, la crise sanitaire avec le Covid, l'Ukraine, enfin des moments compliqués qu'on a su gérer en parfait alignement avec la puissance publique. C'est plutôt ça que je retiendrai pour ce bilan de fin de parcours. Écoute, merci en tout cas pour cette réponse qui était très honnête. Je ne savais pas si tu pourrais, donc c'est très cool de nous avoir partagé ça. Merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je suis sûr que l'épisode intéressera beaucoup les gens qui nous écoutent. Et puis je te dis à bientôt dans un train. Merci beaucoup, à bientôt sur nos lignes. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.